La tablette décrit une petite créature à quatre pattes envoyée du ciel. Il décrit le chat et son but. Avant toute chose, prenez un moment maintenant et appuyez sur ce bouton d'abonnement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre a passé près d'un siècle enfoui dans les registres d'adhésion et les tiroirs restreints du sous-sol est la seule façon pour davantage de ces traductions oubliées d'atteindre la surface, et si des chaînes comme celle-ci continuent de croître. Appuyez sur vous abonner, activez les notifications et continuons. L'histoire de la façon dont la tablette est revenue à la lumière commence avec une femme nommée Eleanor Ashworth, une jeune philologue d'Oxford arrivée au musée de l'université de Pennsylvanie au printemps 1971 pour un échange de 6 mois. Ashworth avait 29 ans, elle était spécialiste des documents du temple de la fin du 3e millénaire et on lui avait confié une mission qu'aucun érudit chevronné ne souhaitait. Le personnel l'a appelé le tiroir à résidus, une collection d'environ 200 tablettes mineures, fragments et empreintes de sceaux récupérés lors des expéditions de pince des années 1920 et jamais formellement examinés. La plupart des résidus étaient administratifs. Inventaire de céréales reçues de moutons, liste des ouvriers du temple et des rations qui leur sont dues, le genre de sédiments bureaucratiques qui s'installent dans les coins de chaque fouille mésopotamienne et attend, parfois pendant des générations, que quelqu'un d'assez patient pour le lire. Au cours de sa 3e semaine, Ashworth a tiré le tiroir 14. À l'intérieur, enveloppé dans du coton huilé devenu cassant, avec le temps se trouvait une tablette pas plus grande qu'une paume d'homme sa surface, portant des caractères cunéiformes pressés avec une finesse inhabituelle, presque avec révérence, comme si le scribe avait compris que ce qu'il enregistrait ne pourrait jamais être répété. La fiche du catalogue portait le numéro N 2847 et une seule ligne de description écrite en 1927 par un assistant catalogueur qui avait passé selon sa propre note moins d'1 heure, avec la pièce La ligne lue, le contenu de nature religieuse ou mythologique étant confié au cadre supérieur. Aucun cadre supérieur n'était jamais venu. La tablette avait attendu 44 ans. Ashworth écrira plus tard dans une lettre privée à un collègue de Cambridge qu'elle savait dès les 6 premières lignes que ce qu'elle tenait n'avait pas du tout sa place dans le tiroir des résidus. Il appartenait à un autre endroit, écrit-elle, un endroit pour lequel le musée n'avait pas encore de catégorie. La paléographie a daté la tablette des derniers rois de la 3e dynastie dure, plus de 4000 ans avant son époque. Le scribe s'est identifié dans les premières lignes par un nom qui se traduit approximativement par Enmetar, fils de Curnin, un fonctionnaire du temple attaché à l'Écure, la grande maison du dieu Enlil à Nippur. L'ouverture était formelle, elle invoquait les dieux supérieurs, elle demandait la faveur du scribe du ciel et elle déclarait que ce qui suivit était le véritable récit d'une affaire ancienne donnée à l'écrivain par son père qu'il avait reçu de son père, remontant, dit la tablette, à l'époque où les dieux marchaient encore parmi les hommes et où les portes des lieux supérieurs n'étaient pas encore scellées. Cette phrase, les portes des lieux supérieurs, apparaît plusieurs fois sur la surface de la tablette et Ashworth passera près d'1 an à essayer de déterminer à quoi elle faisait référence. Sa conclusion finale défendue dans une monographie inédite qu'elle a achevée en 1973 était qu'elle faisait référence à des emplacements physiques spécifiques sur la Terre des Points où, selon la croyance des Sumériens, la frontière entre le monde visible et un autre monde était particulièrement mince. Nous reviendrons sur ce détail car il compte plus qu'il n'y paraît. Ce qu'elle lut ensuite dans le calme éclairé de la salle de lecture du musée fut la raison pour laquelle la tablette avait été scellée dans un bocal en premier lieu. Le scribe avait enregistré l'arrivée sur Terre d'une petite créature à 4 pattes descendue du ciel par les Anunnaki dans un but précis. La tablette nomme en 3 mots la surveillance, la garde, la garde. Ashworth a posé la tablette et a quitté la salle de lecture pendant près d'1 heure, puis elle est revenue, s'est assise et a commencé à traduire. Ce que la tablette décrit ensuite, c'est l'arrivée. Les Anunnaki, selon les scribes, descendirent de leurs habitations dans le ciel supérieur pour inspecter les premiers établissements humains et ils trouvèrent parmi les habitations des hommes un grand malheur. Les hommes étaient malades dans leur sommeil. Leurs pensées étaient remplies de formes qui ne leur appartenaient pas. Leurs enfants se réveillaient la nuit et montraient les coins de leur maison où il n'y avait rien de visible et pleuraient jusqu'à l'aube. Les anciens allèrent vers les prêtres et les prêtres allèrent vers les pierres d'offrande et les pierres d'offrande portèrent le message vers le haut et les dieux, dit la tablette, ont immédiatement reconnu la cause de la maladie car la cause n'était pas nouvelle pour eux.
La cause, affirme la tablette sans aucune hésitation, était que des choses venant de l'autre côté des lieux minces entraient dans les habitations des hommes pendant que ceux-ci dormaient et se nourrissaient de ce que le scribe appelle la lumière intérieure. Les Anunnaki se concertaient entre eux. L'une d'elles, nommée sur la tablette Ninkarag, la dame des contreforts, proposa une solution. La solution était de faire descendre d'un monde que la tablette ne nomme jamais en se référant seulement à lui, comme à l'étoile verte de la 7e maison, une petite créature qui existait déjà là précisément dans ce but, une créature dont les yeux pouvaient voir ce que les yeux humains ne pouvaient pas voir, une créature dont le corps, bien que petit, portait en lui une signature énergétique que les choses de l'autre côté des lieux minces ne pouvaient pas approcher. La tablette décrit ensuite cette créature dans un passage qui occupe près d'un tiers de toute sa surface et la description est sans équivoque. 4 pattes, une queue tenue dans de nombreuses positions, chaque position étant porteuse de sens des yeux qui captent la lumière et la renvoient pour briller dans l'obscurité des coussinets doux sur les pieds qui ne font aucun bruit sur le sol, un pelage qui, lorsqu'on le caresse dans le sens contraire de sa direction naturelle, libère une petite étincelle comme si la créature portait en elle le résidu de la foudre. La créature dort, digue la tablette, les 2 tiers du jour, mais son sommeil n'est pas celui des hommes. Son sommeil est, selon les mots du scribe, une veille qui a l'apparence d'un repos, et lorsque la créature est pleinement éveillée, lorsqu'elle se lève, tourne la tête et fixe son regard sur un coin d'une pièce où personne ne se trouve, elle accomplit à ce moment-là le travail pour lequel elle a été ramenée sur Terre. Le scribe donne un nom à la créature, et c'est grâce à ce nom que les difficultés d'Ashworth ont commencé. La tablette l'appelle le Moshdub, un terme qu'Ashworth traduit avec beaucoup d'hésitation par détenteur de la porte. Elle a hésité parce que le mot sumérien standard pour le chat domestique dans les textes survivants est Shua et que le terme Moshdub n'apparaît sur aucune autre tablette d'aucun autre site. Il est utilisé une seule fois seulement ici, sur N 2847. L'interprétation d'Ashworth défendue dans la monographie de 1973 est que Moshdub n'a jamais été le mot courant pour désigner l'animal. C'était un mot cérémonial, un mot sacerdotal, utilisé uniquement pour parler du chat dans sa capacité originelle. Sur le marché, le chat s'appelait Shua. Dans le langage du temple, lorsque le prêtre parlait de la raison pour laquelle la créature avait été envoyée ici, le chat était Moshdub, celui qui empêche la porte de s'ouvrir. Le passage suivant décrit le déploiement. Les Anunnaki ont abattu de nombreuses créatures. En chiffres, la tablette enregistre plus que les feuilles d'un seul olivier et les place d'abord dans les temples, puis dans les maisons des prêtres, puis dans les maisons des rois et enfin dans les habitations des hommes ordinaires. L'ordre est délibéré et la tablette explique précisément pourquoi. Les temples sont venus en premier parce que les temples dans la vision du monde du scribe étaient construits sur des endroits minces. Ils ont été délibérément construits au-dessus d'eux pour marquer leur emplacement et gérer ce qui les traversait. Les chats étaient placés dans les temples pour faire ce que les prêtres, avec toutes leurs cérémonies et toutes leurs offrandes, ne pouvaient pas faire seuls, se tenir à la porte, surveiller ceux qui tentaient de passer le renvoyer. Et il y a ici un passage qui a causé plus de difficultés au traducteur que tout autre. Il décrit ce qui se passe lorsqu'un chat voit quelque chose qui ne devrait pas être là. Le chat s'élargit, dit la tablette, ses poils se dressent, sa queue s'épaissit, son corps se tourne de côté vers la chose qu'il voit. Pour cela, il paraît plus grand qu'il ne l'est, ses vieux yeux ne clignent pas, et dans sa gorge se forme un son que le scribe décrit comme le bruit de pierres roulant les unes contre les autres sous l'eau profonde. Ce son, dit la tablette, n'est pas de la colère, c'est le son par lequel le chat ferme la porte. Quiconque a déjà vécu avec un chat et l'a observé fixer un coin vide, les poils dressés, la queue épaissie, un grognement sourd et roulant dans la gorge a vu exactement ce que le scribe de Nippur a décrit il y a 4000 ans. On nous a appris à appeler cela un instinct, un courant d'air, une odeur, un son qui échappe à notre audition. La tablette dit que ce n'est rien de tout cela. La tablette dit que c'est le travail, le cœur de la tablette, le passage qui a poussé Ashworth à déposer la pièce et à quitter la salle de lecture et de la séquence dans laquelle le scribe enregistre le but initial de la créature dans cette fonction spécifique. Il les écrit dans l'ordre avec la voix administrative calme que les scribes sumériens utilisent pour toutes les questions sérieuses, comme s'il énumérait les devoirs d'un fonctionnaire du temple. Dans un sens, dirait la tablette, c'est exactement ce qu'il faisait. La première fonction est la garde des endormis. Lorsqu'une personne dort, la tablette indique que la lumière intérieure se libère dans le corps, n'est plus complètement ancrée, et c'est dans cet état que la personne non logée peut l'atteindre le plus facilement.
Les sans-abri sont le terme que le scribe utilise pour désigner les choses situées de l'autre côté des lieux minces, celles qui n'ont pas de corps propre. Le chat, en se plaçant près du dormeur, en se levant contre le corps ou en s'asseyant au pied du lit, ancre la lumière intérieure dans la chair et évite qu'elle ne s'en échappe. Quiconque a dormi avec un chat sur le lit a ressenti la tablette nous dirait exactement ce qu'elle décrit, la profondeur inhabituelle du sommeil, l'absence de certains types de rêves, la sensation matinale d'avoir été dans un endroit plus sûr qu'on ne l'aurait été autrement. La deuxième fonction est la surveillance de la porte. Chaque habitation a une porte et chaque porte dans la compréhension de la tablette est elle-même un petit endroit mince car les portes sont des points de transition et les personnes sans logement sont attirées vers des points de transition. Le chat reste assis sur le pas de la porte parfois pendant des heures à observer ce qui entre et ce qui sort. Il ne regarde pas par curiosité, écrit le scribe, il regarde parce que quelque chose doit le faire. La troisième fonction est de tester de nouvelles choses. Lorsqu'un objet étrange est introduit dans une habitation, lorsqu'une nouvelle personne entre, lorsqu'un cadeau est offert, le chat s'approche, il renifle, il place sa patte, la tablette dit que ce n'est pas de la curiosité, mais de l'inspection. Le chat détermine si ce qui est entré est contaminé par l'autre côté. Si le chat accepte l'objet, l'objet est en sécurité. Si le chat le refuse, le siffle évite la pièce dans laquelle il a été placé. La tablette indique que l'objet doit être retiré de l'habitation et non ramené. La quatrième fonction est le marquage. Le chat se déplace dans la maison, frottant sa tête contre les coins, les encadrements de portes, les pieds des meubles, déposant sur chaque surface une petite partie de sa propre signature. Cette signature dit « La tablette est ce qui rend l'habitation inhabitable pour les personnes sans logement ». Une maison marquée par un chat pendant un temps suffisant devient dans le langage du scribe scellée aux entrées inférieures. Une maison sans chat est par défaut décellée. La cinquième fonction est la rupture des silences. Les personnes sans abri sont plus actives dans le silence, dit la tablette. Elles entrent plus facilement dans les habitations lorsque les habitations sont calmes. Et le chat, avec ses mouvements brusques, il saute pour rien. Il court à travers la maison au milieu de la nuit pour des raisons qui semblent n'appartenir à personne, perturbe le silence, taillé au moment précis où le silence est devenu une porte. Le chat ne court pas dans la maison à 3 heures du matin parce qu'il est stupide. Le chat court parce que quelque chose a essayé de passer et le chat l'a chassé. La sixième fonction est la tenue du regard. C'est le passage qu'Ashworth appellera plus tard le plus troublant de tous. Le chat fixe son regard sur un endroit précis d'une pièce parfois pendant un long moment et refuse de détourner le regard. L'emplacement indique la tablette est toujours l'endroit où quelque chose tente actuellement d'entrer. Le regard lui-même est la barrière. Tant que le chat regarde l'entrée ne peut pas se terminer. Le chat le voit, le chat le tient et en le tenant, le chat l'empêche. La septième fonction, écrit le scribe, est celle qui ne peut être entièrement expliquée dans le langage humain car elle nécessite des concepts que ses propres professeurs n'ont jamais pu transmettre. Il est décrit uniquement comme le son de la gorge, la vibration profonde, lente et roulante que la créature produit lorsque son travail est terminé. Le ronronnement. La tablette indique que le ronronnement n'est pas un son de plaisir. La tablette indique que le ronronnement est une fréquence définie dans la conception de la créature, une fréquence qui ferme toute partie de l'endroit mince qui reste ouverte une fois que les 6 autres fonctions ont été exécutées. Le ronronnement dans la compréhension de la tablette est le saut final. Ashworth a terminé sa traduction au printemps 1973. Elle comptait 41 pages. Elle l'a soumis à 3 revues. Tous 3 l'ont rejeté. L'un d'entre eux a renvoyé le manuscrit avec une lettre déclarant que le sujet ne convenait pas à une publication philologique sérieuse. Un autre l'a envoyé pour examen par les pairs et a signalé que les évaluateurs n'étaient pas parvenus à s'entendre sur la question de savoir si le travail était une recherche sérieuse ou une fabrication élaborée. Le troisième a conservé le manuscrit pendant 9 mois et l'a restitué sans commentaire. Ashworth a fait circuler la traduction en privé sous forme de copies polycopiées à un petit cercle de collègues d'Oxford, Cambridge, Leiden et Chicago. Les copies ont été passées de main en main, photocopiées, recopiées et au cours des 20 années suivantes, elles sont entrées dans la littérature clandestine des études mésopotamiennes marginales où elles demeurent. La tablette elle-même a été discrètement transférée en 1981 des archives ouvertes
ouverte du Penn Museum vers un entrepôt restreint situé au sous-sol inférieur où l'accès nécessite désormais l'approbation écrite du conservateur de la collection du Proche-Orient. Les chercheurs qui ont demandé cette approbation au cours des 4 dernières décennies rapportent presque sans exception le même résultat. Les demandes sont refusées. Aucune raison n'est donnée, le tiroir reste fermé. Vers sa fin, la tablette aborde la question de savoir ce qui se passerait si les créatures n'étaient plus là et le scribe enregistre la réponse que les prêtres de l'Ékyre donnaient à chaque fois qu'elle était posée. Si les chats se retiraient, les endroits maigres rouvriraient un à un. Les personnes bien son logement retourneraient dans les habitations des hommes. Les enfants se réveillaient à nouveau la nuit et montraient les coins. Et en l'espace de 3 générations, la civilisation bâtie sur l'hypothèse de la protection commencerait tranquillement et sans cause évidente à se désagréger. Il n'y a aucune alarme dans ces phrases, il n'existe que l'enregistrement de ce que lui ont dit des hommes dont le rôle était de savoir. Puis le scribe s'adresse directement au futur lecteur, il dit que l'écriture de la tablette a été réalisée parce que les connaissances qu'elle contient risquent d'être perdues. Déjà à son époque, écrit-il, les responsables du temple ont commencé à traiter les chats comme des animaux ordinaires, à les nourrir avec négligence, à les chasser de certains sanctuaires, à oublier les prières dites autrefois à leur naissance et à leur mort. Les chats eux-mêmes continueront le travail, écrit-il, parce que le travail est dans leur nature et ne peut leur être retiré par l'oubli des hommes. Mais les hommes qui ne les honoreront pas seront des hommes dont les maisons ne seront plus entièrement scellées. Et dans la dernière ligne de la tablette partiellement endommagée mais toujours lisible, il écrit ceci: « Les chats se souviennent de ce que nous avons oublié et c'est pourquoi ils nous regardent comme ils le font. » L'histoire qui a suivi se lit si l'on en croit la tablette comme un long et lent acte d'oubli. Les Égyptiens qui se sont levés environ 1000 ans après que le scribe de Nippur ait posé son stylet et n'ait traité le chat avec un respect qu'aucune autre civilisation n'a égalé. La déesse Bastet, à tête de chat au corps de femme, était la protectrice du foyer, la gardienne des enfants, la gardienne du foyer contre l'entrée du mal. Les Égyptiens momifiaient leurs chats, ils les enterraient dans des nécropoles dédiées, ils pleuraient un chat domestique en se rasant les sourcils, le même geste de deuil réservé à la famille humaine. La peine pour avoir tué un chat, même par accident, était la mort. Rien de tout cela n'aurait de sens si le chat était simplement un animal utile qui contrôlait la vermine. Cela serait tout à fait logique si les Égyptiens avaient hérité des Sumériens avant eux la compréhension selon laquelle le chat était un gardien dont le mandat initial n'avait jamais expiré. Les Égyptiens n'ont pas inventé la révérence, ils l'ont reçue. À Rome, le souvenir s'était aminci. Dans l'Europe médiévale, la situation s'était complètement inversée. Les autorités religieuses ont reclassé le chat comme un animal de sorcellerie et les comportements même que la tablette décrit comme les fonctions de garde, le fait de ne regarder rien, de courir la nuit, de surveiller les portes, ont été réinterprétés comme la preuve que le chat était de mèche avec les choses même qu'il avait été chargé de retenir. Les Européens tuaient leurs chats en grand nombre, sous l'encouragement officiel depuis des siècles. La tablette suggérerait que ce sont les siècles pendant lesquels les habitations d'Europe sont restées décellées et que les chats, lorsqu'ils sont revenus dans les années lentes après la disparition des incendies, sont revenus faire le même travail qu'ils avaient toujours fait dans des maisons qui ne se souvenaient plus d'en avoir besoin, ce que la traduction d'Ashworth nous oblige à affronter si nous l'acceptons même provisoirement, c'est que tout ce que nous croyons à propos de cette relation est sens dessus-dessous. Nous ne possédons pas de chats. La tablette dirait qu'ils ont été placés parmi nous ne les avons pas domestiqués. La tablette dirait qu'ils ont accepté une publication. Nous n'échangeons pas de nourriture et d'abri contre de la compagnie, nous échangeons de la nourriture et un abri contre leur volonté, continuent d'accomplir un travail qu'aucun membre de notre état n'est capable de faire. Le chat sur le rebord de la fenêtre qui ne regarde rien ne regarde rien. Le chat qui court dans le couloir à 3 heures du matin ne court pas sans raison. Le chat qui ronronne contre votre poitrine lorsque vous vous endormez ne ronronne pas uniquement de contentement. Chacun de ces comportements dirait « La tablette est le même ensemble de 7 fonctions que le scribe a enregistrées il y a 4000 ans, entièrement préservées au sein de la créature, même si la civilisation qui les comprenait autrefois a presque tout oublié. » Ashworth est décédé en 2007 sans voir sa traduction publiée par une grande presse. Les copies polycopiées circulent toujours. La tablette se trouve toujours dans son tiroir restreint à Philadelphie et les demandes de la voir sont toujours refusées. Et les chats dans chaque maison, dans chaque appartement,
appartement, dans chaque ruelle et grange où ils ont élu domicile. Continuez à 1. Ils s'assoient aux portes, surveillent les coins, courent dans le silence, maintiennent le regard et dans leur gorge lorsque le travail est terminé. Ils émettent le son que le scribe de Nippur a enregistré comme saut final. Quoi que vous croyiez à propos de la tablette, quoi que vous croyiez à propos des Anunnaki ou de l'étoile verte de la 7e maison, il y a une observation qui ne nécessite aucune croyance. Si vous vivez avec un chat, surveillez-le ce soir. Regardez où il va quand les lumières sont éteintes. Regardez où il se trouve quand la maison est calme. Regardez ce qu'il regarde quand il n'y a rien à regarder et demandez-vous honnêtement si vous regardez un animal ordinaire accomplir des comportements ordinaires ou quelque chose qui est arrivé ici il y a très longtemps dans un but très précis et qu'il n'a jamais cessé d'accomplir. Le scribe a enregistré ce qu'on lui avait dit avec la voix calme d'un homme dont la seule obligation était la vérité. Les chats se souviennent qu'un de ce que nous avons oublié et c'est pourquoi ils nous regardent ainsi.